RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons aborder le thème de la fraternité. Quelle est sa place dans notre société et dans notre quotidien, aussi bien sur le plan personnel que professionnel? En quelle vertu devrait-elle régir ou pas nos rapports sociaux? Et pour ce faire, aujourd'hui, autour de notre table, j'ai le bonheur, le plaisir d'accueillir Bernard Royotte, qui est représentant de l'association Un Toit pour les migrants, Nisrine, coordinatrice enfance et jeunesse à Aza et Franca, Marie Berger, coordinatrice insertion à l'association Rebond, et Sandrine Voisin, directrice Emmaüs Nancy, et aussi Vassei, qui est professeur spécialisé. Alors on va faire un petit tour de table et je vais vous laisser vous présenter chacun dans vos fonctions. On va commencer par vous, Sandrine. Bonjour, Sandrine Voisin, donc directrice d'Emmaüs 54, et puis une longue expérience auprès des camps de réfugiés au bord de la Méditerranée. Je pense que c'est important quand on parle de fraternité, puisqu'avant d'être directrice à Emmaüs 54, j'ai beaucoup travaillé à la fois au Liban, mais aussi en Grèce, en Italie, en Espagne, et dernièrement j'étais à Tenerife, avril-mars, où il y avait 1500 Sénégalais dans une forêt, sous la pluie. Je passe les détails. Mais je me suis sentie du même pays qu'eux, quand j'ai vécu avec eux, parce que c'est nos frères d'Afrique. On rentre déjà dans le thème de la fraternité, on y reviendra tout au long de cette émission. Nisrine, je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Nisrine, coordinatrice enfants jeunesse au sein d'Aza et Franca. Et à Vassei à ma gauche. Bonjour, donc Vassei Camara, je suis enseignant spécialisé notamment pour aider la scolarisation des élèves en situation de handicap. Bernard. Moi je suis Bernard, je fais partie de l'association Un Toit pour les migrants, je suis bénévole. Et nous avons essentiellement deux sortes d'activités en direction des jeunes migrants qui arrivent, qui sont un peu perdus, et puis en direction aussi de familles de migrantes issues des pays de l'Est. Marie? Alors, je suis coordinatrice du chantier d'insertion Rebond. On a créé ce chantier en 2018 et l'objectif, c'est d'accompagner des personnes en recherche d'emploi de longue durée et on essaie de les réinsérer socialement et professionnellement et on travaille beaucoup aussi avec du lien d'amitié, de fraternité, de solidarité pour mener à bien nos objectifs. Alors dans l'actualité nationale, la fraternité a été au cœur du week-end précédent. Samedi 25 septembre, plusieurs centaines de communes et de nombreuses associations se sont mobilisées pour la première fois pour une première journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité. En mai dernier, le réseau des 2500 communes de France impliquées dans la démarche de la journée citoyenne qui avait été lancé en Alsace en 2008, a décidé d'élargir ce rendez-vous annuel et donc c'était sous la houlette de l'Observatoire national de l'action sociale, donc l'AUDAS. De nombreuses associations et de différents partenaires ont été impliqués selon nos confrères du journal La Croix. Et selon un sondage IFOP réalisé pour l'AUDAS à l'occasion de cette première journée nationale, 64% des Français pensent que les relations entre les habitants se sont détériorées ces 20 dernières années. C'est un peu la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui autour de cette table. C'est pour aborder ce thème de la fraternité qui est parfois central dans vos métiers. Mais avant de faire cette petite introduction à la fraternité, je suis allé tout au long de la semaine voir les habitants de Nancy, des quartiers du plateau, et je leur ai posé cette fatidique question: qu'est-ce que la fraternité? La fraternité, c'est le vivre tous ensemble déjà. C'est le bien-être de chacun et surtout le vivre ensemble. La fraternité, pour moi, c'est le lien qui unit deux personnes. Un lien suffisamment fort pour que chacun de son côté puisse s'abandonner pour soutenir l'autre, en fait. Bien sûr, dénaturé de tout ce qui est sentiment amoureux. Parce que là, ce n'est plus la fraternité. Donc c'est ce lien-là qui nous unit, qui fait en sorte qu'on a envie de porter l'autre, de soutenir l'autre,
sans qu'il y ait le côté amoureux. Pour moi, c'est aider les autres, c'est prendre en considération les problèmes de chacun et d'analyser les choses et pas juger forcément tout de suite, quoi. La fraternité, pour moi, c'est que tout le monde vive ensemble et que il n'y a pas de différence entre les gens. C'est pour moi la fraternité. La fraternité, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de déchets par terre, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de critiquement, il n'y a pas à dire vous êtes noir, vous êtes blanc. Et il n'y a pas à dire aussi qu'on critique les gens parce qu'ils sont homophobes et quelque chose d'autre. Et qu'on habite tous ensemble. C'est l'égalité entre les gens. Il n'y a pas comme par exemple, les hommes ils sont supérieurs aux femmes et les femmes sont supérieures aux hommes. Pour moi, ils sont tous égaux. La fraternité, ça représente mes années plus jeunes, où on vivait tous ensemble, sans distinction ni quoi que ce soit. Et où tout se passait bien, où tout ce qu'on retenait, c'était notre insouciance et le fait d'être heureux tous ensemble. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est une autre génération, à eux de trouver leurs clés pour pouvoir vivre ensemble. Je trouve que avec ceux de ma génération, on s'entend très bien. On a toujours gardé la même mentalité, ce qui fait qu'on vit très bien ensemble. Maintenant, aux autres générations de trouver le bon équilibre pour eux atteindre le même objectif. Il y a une famille, le savoir-vivre, il n'y a plus rien maintenant que le pouvoir de l'argent. Je suis bien placé parce que j'ai 2 filles différentes. Eh ben, il y en a une, elle ne me regarde pas parce que je n'ai pas les donné son héritage. C'est tout simple, c'est tout. Et c'est la même chose, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'entraide. C'est ça la fraternité. Dans le temps, les gens ils se serraient les coudes. Aujourd'hui, c'est fini. C'est chacun pour soi. Et puis, le pouvoir de l'argent qui a tout détruit. Il n'y a plus de vie. Il faut se débrouiller tout seul. Et puis, il se fait tout et n'importe quoi. On voit la drogue, tout ce que ça amène. Les gens s'entretuent dans la rue, maintenant, dans des quartiers, où il y a des familles qui vivent et tout. Donc, il n'y a plus de respect de rien. C'est l'entraide, c'est des liens. C'est tous s'entendre, accepter tout le monde. Pour moi, c'est se considérer tous comme frères, s'entraider, être solidaires entre nous. La fraternité, c'est les frères. Alors, je sais pas, on est un peu tous frères de la patrie. C'est une question beaucoup trop compliquée. Je pense même en une semaine avec 3 copies double à rendre, j'arriverai pas à le dire. Fraternité, c'est plus la notion vraiment, de ressemblance entre la population ou une population en général et rassemblement peut-être, mais vraiment plus fraternité au sens quasiment c'est le truc à la con de la devise, c'est tout. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. La fraternité pour nos confrères, pour nos citoyens, nos chers citoyens français, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour vous, Nancéens engagés, Nancéens professionnels au contact de vos concitoyens? Alors on a entendu plusieurs choses dans ce micro-trottoir, des notions d'amour, de patrie, d'égalité revenaient assez souvent. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la fraternité, Sandrine? Si je me réfère au manifeste du mouvement Emmaüs, effectivement, l'amour pour le mouvement Emmaüs, c'est ce qui nous lie et c'est ce qui nous permet d'avancer ensemble. C'est ce qui fait qu'à Emmaüs, on accueille les personnes sans leur poser des questions sur leur passé et évidemment sans chercher à savoir s'ils sont nés en France ou pas. Nous, on accueille les personnes qui viennent cogner à notre porte parce que justement on sait qu'avec l'amour on se lie entre nous et on avance loin. La preuve c'est que ça fait 70 ans que ça existe, cette histoire d'Emmaüs. Donc je pense que c'est vrai que, en tout cas j'y crois, quand on arrive à s'aimer tous entre nous sans se distinguer selon la couleur de nos cheveux ou autre chose, on avance ensemble et on avance loin, on fait des belles choses. Bernard, il y avait cette notion de patrie, vous qui côtoyez des personnes parfois qui ont quitté la leur pour venir ici. Est-ce que ce sont des thèmes qui reviennent souvent? Non, la patrie, c'est pas notre truc. Nous, la fraternité, c'est quelque chose d'extrêmement concret. On a des jeunes Africains du pays du Sahel qui arrivent, qui sont souvent démunis, qui n'ont rien, ou des familles qui viennent d'Europe de l'Est qui sont dans les mêmes situations. Donc on essaye de les aider pour avoir des papiers. C'est très difficile en ce moment. On essaye de les loger. Et extrêmement important, on les met à l'école, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas été scolarisés dans leur pays, parlent mal le français, et donc les mettre à l'école, c'est essentiel. Et puis on les nourrit aussi, on leur donne à manger par l'intermédiaire de la banque alimentaire. Donc
On fait tout pour qu'ils essayent de trouver une place dans notre société, mais effectivement, c'est extrêmement difficile en ce moment. Et notre gros obstacle, c'est la préfecture. La préfecture qui refuse systématiquement, pratiquement à 100% des cas, de donner des papiers permettant aux jeunes de travailler. On a plein de jeunes qui sont en apprentissage, qui sont à l'école, qui travaillent bien, qui ont trouvé des patrons, qui sont prêts à les embaucher, mais la préfecture bloque pratiquement toute demande de papiers pour travailler, si bien que ces jeunes se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement précaires à cause de ça. Voilà. Mais pour nous, la fraternité, c'est des choses concrètes. On aide les gens à vivre et à leur donner un avenir. Voilà. Vous parlez d'école, forcément, ça me fait penser à Vassei. Quelle est la place de la fraternité à l'école? La fraternité à l'école, c'est fondamental. Ça fait partie, je dirais même, c'est la devise française, fraternité, égalité, fraternité. Donc nous, elle est au cœur des programmes scolaires. On essaye justement, l'importance de l'école, c'est de pouvoir apprendre aux enfants dès le plus jeune âge toutes ces valeurs, le vivre ensemble, respecter l'autre, quelle que soit son appartenance ethnique, sa croyance, enfin toutes ces valeurs-là sont au cœur du travail de tous les enseignants à l'école. Et c'est vrai que actuellement, c'est vraiment de par l'actualité qu'on connaît tous, c'est vraiment au cœur des débats actuellement. Alors Nisrine, forcément on parle d'école aussi à Asae Franca. Comment ça se passe au niveau de la fraternité chez vous? Une des valeurs d'Asae, c'est l'éduc-pop. Et donc c'est le faire. Donc notre spécialité, c'est d'aider, soutenir, accompagner, faire ensemble. C'est pas faire pour la personne, c'est vraiment s'entraider. Le public nous apprend également des choses en tant que professionnels. Donc je pense qu'on a tous à s'apprendre. On doit vivre ensemble. Marie? Eh ben, je rejoins totalement Nisrine puisqu'on travaille énormément ensemble. C'est vrai que nous, c'est pareil au niveau du chantier. On accueille des personnes qui viennent de pays étrangers, qui arrivent, qui ont ce sentiment d'isolement, qui se sentent pas du tout faisant partie d'une fratrie. Et c'est aussi sur ce volet-là qu'on travaille énormément pour leur faire comprendre que si ensemble on va loin, on peut réussir à faire de belles choses. Et voilà, il faut lutter contre les préjugés, les discriminations, justement, pour avoir ce sentiment de fraternité et de solidarité entre nous. Alors c'est vrai qu'avant d'aller interviewer nos chers nancéens, j'avais quand même, comme d'habitude dans cette émission, consulté notre dictionnaire, le petit Robert, pour voir la définition qu'il en donne de la fraternité. Alors selon le dictionnaire, c'est un lien n'existant entre personnes considérées comme étant membres d'une famille humaine. Le sentiment profond de ce lien, un lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Lien qui existe entre les personnes appartenant à la même organisation et qui participent au même idéal. La fraternité est donc érigée ici, même dans le dictionnaire, dans la langue française, comme étant une valeur d'union qui s'étend au-delà de la famille. Est-ce que cette question familiale revient avec les personnes que vous accueillez, que vous aidez? Oui, elle revient de manière indirecte. D'abord, pour notre association, il n'est pas question de parler de famille ou pas de famille. On prend les gens tels qu'ils arrivent, tels qu'ils sont, sans poser de questions, et on les aide quoi qu'il arrive. Ceci étant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui arrivent ici, alors pour des raisons que tout le monde connaît, de misère, de manque d'avenir, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent pour des raisons familiales. Des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, ou qui sont orphelins, ou qui ont eu des violences familiales. Et c'est une des raisons, en plus de la misère et de toutes celles qu'on connaît, pour lesquelles les jeunes s'en vont d'Afrique. Il y en a beaucoup, à force de discuter avec eux, on finit par savoir des tas de choses qui partent à cause de ça, pour des raisons familiales. La raison familiale, c'est en quelque sorte le petit phénomène qui s'ajoute à des tas d'autres choses, bien sûr. C'est pas seulement des raisons familiales, c'est l'absence de perspective, l'absence d'école pour les jeunes, la misère. Mais la question familiale joue beaucoup. C'est la destruction de la cellule familiale qui souvent les amène en Europe. Au niveau pédagogique aussi, je pense que la question familiale est centrale. Vous qui êtes emmené à travailler avec des personnes mineures ou voire des adolescents ou des enfants, cette question de famille, est-ce qu'elle est déterminante pour avoir ensuite, pour que l'enfant ou l'adolescent ait conscience de ce qu'est la fraternité?
Nisrine par exemple ou... C'est une question compliquée. Hein. Je dirais oui et non. Oui et non, parce qu'on a tous une identité propre. Et c'est aussi appartenir à un groupe, une famille. Et de l'autre côté, non, dans le sens où la fraternité est aussi présente au sein des clubs, des associations, de l'école, dans la rue, au City Stade du coin. Donc, je pense que la fraternité, elle a vraiment un sens large, pour ma part. Pour Emmaüs. En fait, je m'appuie sur l'expérience des gens qu'on reçoit à Emmaüs. On reçoit à peu près dans les communautés Emmaüs 40% des compagnons ou des compagnes Emmaüs sont des personnes qui sont sorties de l'aide sociale à l'enfance. Donc l'aide sociale à l'enfance, c'est des lieux où vivent des enfants mineurs et qui ont été retirés de leur famille pour des phénomènes de danger ou autres. Et il se trouve que adultes, on en retrouve ces personnes-là, on les retrouve dans les communautés Emmaüs. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont des gens qui ont été déracinés de leur famille. Et quand ils arrivent dans les communautés Emmaüs, eh bien souvent ils se réassurent dans leur vie sociale, parce que évidemment à Emmaüs on travaille. Et donc du coup ils retrouvent une forme de dignité, mais ils se réassurent aussi au niveau de leurs liens affectifs. J'ai actuellement un compagnon, ça fait pas très longtemps que je suis arrivée à la communauté Emmaüs 54, j'ai un compagnon qui est dans cette communauté depuis une dizaine d'années et qui est venu me voir dès mon arrivée pour me dire écoute, moi j'ai 50 ans, dans une dizaine d'années je suis à la retraite, est-ce que je pourrais rester à la communauté Emmaüs? Et il se trouve que c'est précisément un compagnon qui a grandi dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Et les communautés Emmaüs deviennent la famille de ces personnes. Et toutes les personnes que l'on accompagne, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un vocabulaire spécifique pour qu'ils se sentent en famille. Alors évidemment, c'est pas comme dans une famille, mais à partir du moment où on est compagne ou compagnon Emmaüs, on fait partie de la grande famille Emmaüs. Parce qu'Emmaüs c'est une famille, et c'est une famille mondiale, qui n'a rien à voir avec les liens du sang ou les liens du sol, mais avec les liens de l'action. Tout simplement. Et cette question du socle familial comme étant élément déterminant, peut-être fondateur pour une construction mentale de la fraternité, nous y reviendrons juste après une petite pause et on va écouter le morceau d'Abd al-Malik qui s'appelle Le Grand Frère sur RCN 90.7. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau d'Abd al-Malik, extrait de son album Gibraltar, le morceau Le Grand Frère. Alors, un morceau qui fait écho à notre thème du jour, cette histoire de la figure de grand frère de quartier, le grand frère comme étant un modèle pour l'adolescent en construction, ce grand frère qui, après cet accident, ne revient pas. Et est-ce que cette situation-là peut créer parfois de la panique ou un peu de désordre ou de déséquilibre pour le gamin qui se sent un peu perdu. Avant de revenir à cette notion de figure de grand frère, Bernard, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur ce qu'on se disait précédemment. On parlait de la famille et je voulais dire qu'on a beaucoup de familles qui accueillent des jeunes migrants. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, se créent des liens familiaux. C'est comme des parents finalement, assez vite. Et donc les jeunes reconstituent une pseudo-famille avec les gens qui les accueillent. Ça c'est quelque chose de bien. Ce sont des cas que vous observez souvent. Oui, et quand vous parliez de traumatisme, ce qui a un gros problème avec ces jeunes, c'est que très souvent, ils ont un traumatisme qui est lié soit au voyage, soit à ce qui s'est passé chez eux, et ce traumatisme est très difficile à dépasser. On a fait appel à des psychologues, on essaye de discuter, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont bloqués par des traumatismes liés au voyage. Il y a un jeune, en passant au Maroc, ils ont voulu franchir des grillages, le grillage est tombé, et son père est mort en même temps que lui. Enfin, le jeune n'est pas mort, mais le père est mort, voilà. Des gens comme ça. On a un jeune aussi, ils ont pris le bus en Espagne, à Madrid, et quand ils sont arrivés à Paris, le frère qui était avec eux, qui était dans un autre bus, on l'a jamais retrouvé. Bon, des choses comme ça. Il y a plein de jeunes qui vivent des traumatismes dont ils ont du mal à se remettre. Voilà. Alors pour revenir à ce qu'on disait, cette figure de grand frère, Marie, ou de grande sœur d'ailleurs, est-ce que vous l'observez vous parfois?
Tout à fait. À un moment donné, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir un cadre durant le développement. Et c'est vrai que les personnes qu'on peut accueillir au sein du chantier, parfois, n'ont pas eu de contexte familiaux facile. Et on voit effectivement que du coup, ils sont en manque en fait de ça. Ils recherchent à nouveau un cadre et des repères en fait. Donc c'est vrai que c'est par ce biais-là aussi parfois que des liens peuvent se tisser entre nous et les personnes qu'on accueille. Vassili Camara, vous avez travaillé en ITEP notamment. Comment se manifeste le lien de fraternité chez des gamins? On parlait de traumatisme, chez des gamins qui ont des troubles psychiques parfois. Est-ce que déjà ce lien de fraternité, il l'exprime? Alors, en effet, en ITEP, on accueille des enfants qui sont souvent traumatisés. Hein. Vous évoquiez des histoires. Il y a souvent des enfants qui ont de lourdes histoires, qui sont également confiés à l'ASE, qui ont des problématiques familiales lourdes. Donc, en effet, lorsque je travaillais en ITEP, on avait souvent des enfants très très abîmés par la vie. Et pour lesquels donc il y avait d'intenses difficultés psychologiques, voire psychiques, voire psychiatriques pour certains, résultant de toutes les, je dirais, les abominations qu'ils avaient vécues, et donc qui perturbaient gravement leurs liens sociaux, hein, l'accès à la scolarité aussi. Donc tout le travail avec ces jeunes, effectivement, c'est de partir de là et d'essayer de construire quelque chose, de renouer déjà le lien à autrui, hein, qui est fortement dégradé. Et donc c'est vrai que c'est donc l'ITEP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique où il y a un travail vraiment interdisciplinaire. Avec des enseignants, donc pour ma part, hein, je suis enseignant. On travaille aussi avec des éducateurs, des psychologues, des psychiatres, et on essaye de reconstruire le lien qui est fortement détruit. Donc ça passe par, je veux pas monopoliser la parole, mais ça passe par pour moi, la reconstruction du lien fraternel passe par de la mise en situation, du vécu, en fait. Pour vous donner juste une anecdote, et j'en finirai là. Par exemple, moi j'avais un jeune, donc souvent on a des jeunes on voit pour reconstruire ce lien, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains jeunes. Donc moi j'avais un jeune qui effectivement ne pouvait pas me voir, hein. Comme tu sais, je suis d'origine africaine. Il était un petit peu raciste, etc. Donc il me le faisait bien sentir. Il ne voulait pas, travailler avec moi, et il me faisait bien sentir que mon origine était un problème. Et on a mis le temps. 6 mois, ça a pris 6 mois, 7 mois, jusqu'au jour où on a fait un voyage ensemble. Donc ça fait partie des activités qu'on fait dans ce genre d'établissement, hein. On s'est retrouvés dans une grotte, et là, le jeune, à un moment donné, a paniqué. Il y avait un passage trop étroit. Il a paniqué, et j'étais à côté de lui. Il a fondu en larmes, etc. Et j'étais là, et je l'ai aidé à surmonter ce moment. Et à partir de ce jour-là, donc 6 mois, peut-être 6-8 mois après que j'étais devenu comme son frère, en fait. Toutes les barrières avaient disparu, et j'ai pu commencer à travailler effectivement la reconstruction du lien scolaire également à partir de ce moment-là. Voilà un petit exemple. Donc le lien fraternel, en fait, qui se crée par l'épreuve, par le fait de vivre quelque chose d'intense ensemble. Et ça tombe bien, vous faites une parfaite transition, parce que j'allais me tourner vers vous et vous demander quelles sont les conditions qui favorisent la fraternité. Est-ce qu'il y a des conditions déjà qui vont favoriser une solidification du lien fraternel, ou même une création déjà du lien fraternel? Moi, je dirais la confiance. La confiance, pour ma part, au sein du travail et même dans le monde personnel, si on n'a pas confiance, on n'avance pas, et on a tendance à pas prendre la main qu'on nous tend. Donc pour ma part, mon gros objectif avec les jeunes, c'est la confiance. Et comment la créer?
Comment créer ce lien de confiance justement par le biais d'actions, que ce soit de l'accompagnement à la scolarité, d'activités, le lien avec la famille aussi. Leur montrer qu'on est là pour eux et non pas contre eux. Ça, c'est très très important. Sandrine, chez Emmaüs, quelles sont les conditions qui favorisent le lien Deux conditions à Emmaüs. La première condition, et je rejoins Nesrine sur ça, c'est la confiance. Et à Emmaüs, on fait confiance tout de suite, puisque la personne entre. On lui donne un café et un morceau de gâteau, parce que c'est comme ça qu'on accueille à Emmaüs. Et puis après, on lui explique qui on est. Et on lui dit, bah voilà, tu vas aller faire de la caisse, tu vas aller t'occuper des bijoux. La confiance, on fait confiance. Et la deuxième chose, à Emmaüs, on demande, parce qu'évidemment, on accueille des êtres humains comme tout le monde, donc on leur demande de reconnaître l'autre comme son identique, de traiter l'autre exactement de la même manière que la personne voudrait être traitée, dans le respect. Tout simplement. Mais on insiste sur ça et on verbalise cette règle-là. Donc la première règle, c'est la confiance en l'autre. Ils rentrent dans la maison Emmaüs pour y faire la même chose qu'y ont fait des milliers de compagnes et compagnons depuis 1949. Et la deuxième chose, reconnaître l'autre comme son identique. Et ne rien attendre de plus ni de moins. Mais l'autre est notre identique. C'est ce qu'on demande aux compagnes et compagnons Emmaüs. Alors Marie, le lien qui vous unit aux personnes, donc aux jeunes pour lesquels vous travaillez, est-ce qu'il doit être ce lien-là nécessairement fraternel lui aussi, c'est-à-dire on ne parle plus du niveau les jeunes entre eux, mais votre rapport vous aux jeunes, un peu comme l'expliquait Vassili tout à l'heure. Oui, tout à fait. Moi, je sais que voilà, on travaille au quotidien avec ces personnes-là, et sans ce lien fraternel, en fait, on ne peut pas avancer. Donc c'est vrai que je suis d'accord, ça passe par ce lien de confiance et montrer vraiment au quotidien que la personne peut compter sur nous, qu'on est à l'écoute et qu'on fera tout pour avancer ensemble, main dans la main. À un moment donné, je suis d'accord, il faut pas faire à la place d'eux, mais il faut vraiment mettre tout en œuvre pour que la situation soit bien, pour que la personne avance avec confiance. Et puis voilà, vraiment avoir un suivi au niveau du parcours et être là à côté d'eux. Voilà, en étant identique, en étant sur le même pied d'égalité. Et oui, ce lien est vraiment indispensable dans mes fonctions, et puis même niveau personnel, je fonctionne aussi de cette façon-là. Je me permets vraiment de souligner et d'insister sur ce thème de confiance, parce que a priori, et c'est ça aussi le but de cette émission, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle Dialectique, c'est de discuter et d'essayer de trouver un cheminement de pensée. Et ce mot confiance est en train d'apparaître de façon de plus en plus forte dans notre conversation. On avait parlé d'égalité, on a parlé d'amour, on a parlé de solidarité, on a parlé de plusieurs valeurs qui sont essentielles pour les interactions humaines, mais cette notion de confiance, vous Bernard, est-ce que elle est centrale pour vous? Moi, je dirais que nous on a un public peut-être un peu différent de celui dont vous parlez, dans la mesure où ce sont des migrants, des étrangers, des gens qui n'ont pas de papier, et la confiance avec les jeunes, elle ne pose pas de problème. Parce que ils arrivent, ils sont perdus, on leur offre finalement tout. On leur offre l'école, un logement quand on peut, à manger, des papiers, on s'occupe des papiers. Donc je pense que la confiance avec les bénévoles ne pose pas de problème. Par contre, ce qui nous pose un énorme problème, c'est l'avenir. Les jeunes, ils sont jeunes, hein, ils sont heureux quand leur avenir est tracé. Et ça, ils sont extrêmement inquiets de leur avenir. Et pourquoi ils ont raison d'être inquiets? Parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de papier leur donnant le droit au travail. Alors, il y a 2-3 ans, on arrivait encore de temps en temps à en sauver quelques-uns, parce que dès qu'ils ont des papiers avec le droit au travail, la vie change pour eux. Ils travaillent, ils sont sérieux. C'est pas du tout l'image qu'on donne à un certain nombre de médias. C'est des jeunes qui ont envie de travailler. Et bon. Et actuellement, la situation est complètement bloquée. Et ça évidemment, ça influe sur leur morale, sur leur façon de voir les choses. Quand vous avez 20 ans et qu'on vous explique qu'on veut pas vous donner de papier, bien qu'il y ait des jeunes qu'on a mis en BTS, il y a des jeunes qui donnent satisfaction complètement. Ils ont des rapports de stage dithyrambiques. Et puis à la fin, ils demandent d'être régularisés, on leur demande des papiers pour travailler, on leur dit non, au QTF. Donc ça, c'est dramatique actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas un problème de confiance avec les jeunes, c'est un problème de confiance, je dirais, avec les représentants de l'administration française qui veulent pas les intégrer. Voilà, c'est ça notre problème. Et c'est l'application de la fameuse politique de notre gouvernement et des gouvernements précédents qui consiste justement à être malotru, mal accueillir les gens pour dissuader nos frères d'Afrique qui traversent la Méditerranée parce qu'ils ont faim ou parce qu'il y a des guerres, et aussi les gens qui viennent du Caucase ou d'Europe de l'Est. C'est la même chose. Notre politique migratoire, elle est claire, hein.
depuis une vingtaine d'années. Oh non, faut pas bien les accueillir, faut les dissuader. Faut que dans leur pays, ils se disent qu'en France, on accueille mal. Or, dans notre pays, nous avons une tradition, c'est l'accueil et vous l'honorez, monsieur. Et je vous remercie pour tous ces gens que vous aidez. Et par ailleurs, ça sert à rien parce que tous ces gens que vous aidez, ils vont rester. On le sait depuis les années 60. Et par ailleurs, si on les aidait à travailler rapidement, eh bien, on pourrait évoluer tous ensemble et bien plus en confiance dans nos rues sans avoir peur. Bien sûr. Alors pour poursuivre dans cette conversation, il y a ce qu'on appelle vulgairement un peu le délit de solidarité qui a fait les grands titres il y a quelques années avec Cédric Herrou notamment, mais il y en a eu d'autres. Ce que dit la loi française par rapport à ça, c'est que la loi française réprime l'entrée, le séjour et la circulation des personnes étrangères en situation irrégulière. Donc il s'agit d'une infraction pénale et sur cette base, l'aide qui est apportée à une personne en situation irrégulière est également une infraction pénale. Alors selon Amnesty International, juridiquement, le délit de solidarité entre guillemets n'existe pas, mais cette expression est utilisée pour dénoncer les poursuites et les condamnations de celles et ceux qui viennent en aide à des personnes étrangères en situation irrégulière en France. Bernard, est-ce que vous vous êtes vous-même retrouvé dans des situations de délit de solidarité? Non, jamais. Jamais personne n'est venu nous chercher des noises là-dessus. Et est-ce que vous pensez que les médias... Attends, excuse-moi un instant. Personne à titre officiel. À titre officiel. Mais par contre, on reçoit des lettres désagréables. Mais de personnes privées. Pas des lettres anonymes. Voilà. Quel est le rôle des médias dans tout ça? Le rôle des médias, si on s'en prend le média local, il y a de tout. Il y a des gens qui sont très favorables à l'accueil qu'on a des migrants. Il y en a qui sont contre. Ça... Ce qu'on peut, les médias, il y a des médias qui sont pour l'accueil des migrants, il y en a qui sont contre à niveau national. Je veux dire, c'est pas la peine de se cacher là-dessus. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que il y a du racisme dans notre société, du racisme, je dirais, au jour le jour et assez efficace. Voilà, par exemple, on loue des logements pour nos jeunes avec notre argent, avec l'argent de notre association, avec les gens qui cotisent à notre association. Et il s'est trouvé que, pour des raisons on a été obligé de changer d'appartement parce que la dame qui nous louait vendait, ce qui était tout à fait normal. Donc on a recherché d'autres appartements. Et je peux vous dire que la recherche d'appartements pour des migrants, c'est compliqué. Parce qu'on y va, on dit ça va, et voilà. Et puis quand on commence à remplir des papiers, à expliquer que les gens qui vont s'appellent pas Dupont, on nous explique que l'appartement a déjà été pris, des choses comme ça. Ça c'est... Voilà. Alors ça c'est très fréquent. On va parler des limites de la loi justement. Alors les aides sont acceptées, par exemple, elles ont été énumérées. De plus en plus, elles doivent permettre d'assurer les conditions de vie dignes et décentes pour les migrants, donc préserver la dignité et l'intégrité physique des êtres humains. La loi précise que en plus d'un certain type d'aide, cette dernière ne doit pas donner lieu à une contrepartie directe ou indirecte. Cette condition, elle n'est pas très précise dans la loi concernant des contreparties financières ou matérielles. Est-ce que Emmaüs, vous, par exemple, il vous arrive de donner des vêtements, etc. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une situation de délit de solidarité? Alors, déjà, première chose, depuis très longtemps à Emmaüs, nous recevons des personnes dites, pour notre politique migratoire, en situation irrégulière. D'accord. Deuxième chose, ces personnes dites en situation irrégulière participent à l'activité solidaire d'Emmaüs, ce qui signifie que nous avons donc une contrepartie indirecte. À l'époque où l'abbé Pierre était vivant, jamais personne ne serait venu voir l'abbé Pierre pour lui dire « Eh, dis donc, tu aides quelqu'un qui est en situation irrégulière, en plus il te fournit une contrepartie indirecte, on va te mettre en prison. » Alors cet article, il date de cette fameuse loi immigration de 2018 et qui est complètement inacceptable. Et elle l'est toujours, même si aujourd'hui elle est passée dans notre ordonnancement juridique. Je rappelle que Cédric Herrou a été condamné. Exactement. Devant la justice française. Mais je rappelle également que le Conseil constitutionnel, au mois de juillet 2018, parce que nous étions dans la marche solidaire pour les migrants, qui est parti de chez Cédric Herrou 2 mois avant, et en juillet 2018, le Conseil constitutionnel a invalidé toutes les condamnations que Cédric Herrou a eues. Ceci étant, actuellement, il y a un couple de personnes qui est ennuyé par la police judiciaire parce qu'ils ont accueilli un jeune homme en situation irrégulière dans leur domicile. Donc, on continue. Pour moi, c'est de l'hérésie.
cette disposition, mais elle existe. Mais on ne l'applique pas à tout le monde de la même manière, parce qu'on n'est jamais venu toquer aux portes d'Emmaüs pour dire aux gens d'Emmaüs, dis donc, vous accueillez des personnes en situation irrégulière, elles vous fournissent une contrepartie parce qu'elles participent à l'activité solidaire de l'association. Jamais on est venu nous embêter. Et si on venait nous embêter, je pense que tout le mouvement Emmaüs se lèverait. Donc vous voyez bien on va embêter. D'ailleurs, le couple là de personnes qu'on embête en ce moment, ça, on va les embêter ces gens-là parce qu'ils sont pas connus. Et Cédric Héroux, on est allé l'embêter lorsqu'il n'était pas connu. Et du jour où il s'est dit oh là là, va falloir que je m'entoure si je veux continuer à accueillir ces personnes. Là, on a commencé à beaucoup moins l'embêter. Ceci étant, en ce moment, il a son voisin, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la situation locative des migrants. Le voisin de Cédric Héroux a mis des pierres en bas de son terrain pour empêcher le passage des compagnes et compagnons Emmaüs, puisque désormais Cédric Héroux a une communauté Emmaüs sur son territoire. Mais il a son voisin qui lui a mis des pierres pour empêcher l'activité de la communauté Emmaüs de la Roya. Donc, c'est à la fois une politique migratoire, mais également des comportements individuels sur lesquels il va falloir à un moment donné être pédagogique, mais pour l'instant, nos politiques ne le sont pas, donc... Lien de fraternité, lien de sororité, on va poursuivre cette émission pour la troisième partie, mais juste avant, une petite pause musicale avec Ben l'Oncle Saul et le morceau Petite Sœur sur RCN 90.7. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Lien de fraternité ou plutôt de sororité dans le cas de Ben l'Oncle Saul qu'on vient d'écouter avec ce magnifique morceau Petite Sœur. On est sur RCN 90.7 avec Bernard, représentant de l'association Un Toit pour les migrants, Nisrine, coordinatrice enfance et jeunesse à Aza et Franca, Marie Berger, coordinatrice insertion à Rebond, Sandrine Voisin, directrice Emmaüs 54 et Vassey Camara, professeur spécialisé. Alors, pour cette dernière partie d'émission, les grands thèmes, c'est comment éduquer à la fraternité. Et je vais commencer par vous, Vassey. Alors moi, je vais parler de mon expérience. C'est vrai que, en tant qu'enseignant spécialisé, ma façon de travailler ça, c'est le nouage du lien, c'est la relation qui va naître entre les personnes. Et il y a que comme ça que les gens vont apprendre à se respecter, vont apprendre à respecter les différences de l'autre, à voir que effectivement tout ne tourne pas autour de sa propre conception des choses. L'exemple que j'évoquais tout à l'heure, c'est typiquement vivre des choses ensemble, des épreuves, des choses bien, mais aussi des moments plus difficiles. C'est ça qui va créer du lien, c'est ça qui va faire qu'on va respecter l'autre, quelle que soit sa couleur de peau, ses croyances, son origine, son histoire. Et c'est moi, en tant qu'enseignant spécialisé, je passe beaucoup par des projets interdisciplinaires avec des éducateurs et des psychologues. Ces projets qui nous permettent d'imaginer des situations, de faire vivre des vraies situations à tous ces jeunes, à tous ces élèves, aussi cassés qu'ils soient par les éléments de la vie qu'ils ont pu traverser. Et c'est vraiment l'établissement de ces moments de vie, ces expériences, ces nouvelles expériences, ces moments partagés ensemble qui feront qu'au bout du compte, on va apprendre à se respecter. Et que moi, il n'est pas rare, par exemple, que je me promène dans la rue, que je croise d'anciens élèves qui me reconnaissent. Bon, moi, je les reconnais un peu moins parce qu'effectivement, ils ont beaucoup grandi. Et voilà, on a l'impression qu'on fait partie d'une même famille, en fait, finalement, qu'on a vécu des choses ensemble. Et que d'un jeune qui pensait que j'étais différent parce que j'avais pas la même couleur de peau que lui, ou voilà. Du jour au lendemain, après tous ces projets passés ensemble, tous ces moments de vie, on a pu créer un lien qui est indéfectible, qui durera toute la vie. Il y a cette notion de différence, de couleur de peau, voire même de racisme. Finalement, avec tout ça, comment on trouve la fraternité chez l'autre? Comment insuffler ou cultiver la fraternité chez l'autre ou dans un groupe d'individus d'horizons différents? Moi, je pense que c'est l'exemple le plus important.
C'est-à-dire quand les gens connaissent pas, ils ont tendance à être racistes. Et puis dès qu'ils voient un de nos jeunes et qu'ils discutent avec eux et qu'ils voient comment ils se comportent, c'est fini, je veux dire, d'une certaine façon. Ils voient que c'est des gens comme eux. Et je pense que c'est la connaissance, le partage, c'est ce que disait monsieur. C'est exactement ça. C'est quand on vit des choses ensemble, les gens se connaissent. Et après, on voit même plus si les gens sont noirs, bleus ou verts. Hein, je veux dire, c'est des gens comme nous. Et voilà, moi je vois les gens qui nous aident. Oui, j'ai dit il y avait beaucoup de racisme. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent nous aider spontanément. Et quand ils voient les jeunes comme ils sont, c'est fini. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche. Il faut que se connaître, voilà, se connaître, partager, se connaître, vivre ensemble, faire des choses ensemble. C'est comme ça que ça marche, je crois. Bernard a parlé. Plus d'une certaine façon que des grands discours théoriques qui passent au-dessus de la tête des gens, mais c'est la connaissance concrète des individus, je crois, voilà. Et Bernard, si je me permets d'interpréter vos propos, cette connaissance passe notamment par la discussion. La discussion, oui. Et puis je parlais de l'aide qu'on offre aux jeunes migrants, mais ça marche dans les deux sens. Parce qu'ils nous le rendent d'une certaine façon. Pas en termes de biens matériels, mais en termes d'estime, voilà. Quel est le rôle de la discussion pour dans le cadre de la fraternité? Est-ce que la discussion chez vous à Azaé, elle est fondamentale pour créer du lien? Très importante. Nous, on a un mot qui revient assez souvent à Azaé, c'est la bienveillance. Peu importe le sujet, il y a le bon, il y a le mal. Et on essaye vraiment d'inculquer aux enfants le bien, le mal, mais aussi de prendre ces décisions. C'est de savoir ce qu'on fait surtout, de se rendre compte de ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et voilà, la bienveillance pour nous, c'est un mot très important. En quoi la fraternité, Sandrine, permet de lutter contre les inégalités, que ce soit dans la société ou à l'école, ou même dans le cadre professionnel, selon vous? La fraternité, pour rebondir sur une phrase qu'on entend souvent dans le mouvement Emmaüs. Emmaüs a été créé pour aider le plus souffrant. Parce que l'abbé Pierre, il avait fait le constat que, dans nos sociétés européennes, on a des gens riches et puis on a des gens pauvres. Et ces fameux gens riches, ils ont tendance un peu à s'enfermer dans des prisons dorées, sans tendre la main. Et ça révoltait considérablement l'abbé Pierre. Et donc, du coup, dans notre manifeste, on aide le plus souffrant. Et je pense que, à partir du moment où on a conscience de ça, tous individuellement, parce que aider le plus souffrant, c'est aussi traverser la rue, voir une dame d'un âge avancé avec une canne et qui n'arrive pas à avancer, et de l'approcher, de lui dire, vous voulez de l'aide? C'est ça, aider le plus souffrant. C'est pas tout de suite voir la personne qui meurt de faim. Aider le plus souffrant, c'est la personne qu'on rencontre dans la rue. Et on se dit, tiens. Et ça, j'avoue que dans les bus, dans la rue, le nombre de fois où je vois des personnes d'un âge avancé et à qui on ne laisse pas de place dans un bus, je trouve ça inacceptable. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, on avait plus cet automatisme. Et en fait, je pense qu'il faut simplement, effectivement, discuter, échanger. À Emmaüs, on discute pas beaucoup parce qu'on a près de 17 nationalités. Alors, on agit ensemble. Il y a pas très longtemps, on a envoyé un container en Afrique. Il y a un mois, on a envoyé un camion en Roumanie. Et on a expliqué aux compagnons ce qu'on faisait. Parce que, évidemment, et on regarde sur une carte du monde où on envoie ces choses. Et on a des phénomènes un petit peu de racisme dans les communautés. Mais justement, on lie les gens en faisant des actions de ce type-là, pour qu'ils prennent conscience du travail qu'ils font. Et pour qui. Marie, personnellement, où est-ce que vous trouvez de la fraternité au quotidien? Sandrine vient de donner un exemple assez entre guillemets classique du quotidien, une dame âgée qui traverse la route ou qui est debout dans le bus. Ce sont des choses qu'on voit au jour le jour. Est-ce que vous, dans le quotidien, il y a des choses, des actions dans lesquelles vous retrouvez de la fraternité? Bien sûr, déjà au niveau de l'entourage au quotidien, les voisins. Après, je regarde aussi Nisrine parce que personnellement, on travaille ensemble professionnellement, mais il y a aussi ce lien qui s'est créé. La sororité. Exactement, c'est ça. Et donc voilà, c'est beau de partager et à un moment donné, effectivement, je pense aussi qu'il y a un sentiment parfois de peur de l'inconnu et donc du coup, voilà, moi je trouve qu'il faut partager et je sais que parfois, quand je parle du chantier, on me dit « Oula, mais c'est qui des personnes que tu accompagnes ?» Et du coup, je leur propose de venir. Venez, on va partager un café, on va discuter avec eux, vous allez voir nos activités. Et voilà, parfois, ça se passe bien et parfois, les personnes n'ont pas forcément envie et je pense qu'il faut pas imposer ça, quoi. On va terminer avec vous, Bernard, dans vos actions, dans vos engagements. Où est-ce que vous trouvez de la fraternité?
Mais d'abord, tous les jeunes qu'on a accompagnés depuis quelques années, qui nous téléphonent, qui nous tiennent au courant de ce qu'ils deviennent, ça c'est... Et puis aussi les gens qui travaillent avec nous, les bénévoles, on a de la fraternité réelle parce qu'on fait des choses concrètes ensemble. Voilà, c'est ce qui nous aide à fonctionner d'une certaine façon. Les résultats aussi, quand vous avez des migrants qui viennent vous trouver pour vous expliquer à quel point c'est bien pour eux maintenant, ça fait plaisir. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc, je rappelle, Bernard, vous représentez Un Toit pour les migrants. Nisrine, la coordinatrice donc l'enfance et jeunesse d'Aza et Franca, Marie Berger, coordinatrice insertion à Rebond, Sandrine Voisin, directrice Emmaüs 54, et Eva Sei Camara, professeure spécialisée. Merci à toutes et à tous, merci à vous chers auditeurs, et on se quitte avec un morceau de Charles Aznavour qui s'appelle Fraternité. Tiens donc. RCN, www.rcn-radio.org